Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs pour avoir organisé, pour m'avoir invité. Merci. Et merci aussi à vous d'être venus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de lien entre les mathématiques et la biologie. Et on va parler d'un exemple concret sur lequel je travaille en ce moment. Donc, le plan de l'exposé, c'est le suivant. D'abord, on va un peu parler de la modélisation mathématique en biologie. Ensuite, je vais vous rappeler de quelques notions de théorie de probabilité dont on aura besoin. Et ensuite, on va partir sur notre phénomène biologique qui nous intéresse. On va l'expliquer et on va essayer de construire un modèle ensemble et voir quelles sont les difficultés mathématiques derrière ce modèle. Ok. Donc, aujourd'hui, la relation de maths-bio, c'est une relation de gagnant pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que les maths, les modèles mathématiques aident à la biologie, aux biologistes à analyser et comprendre les phénomènes biologiques. Comment ? On va proposer des modèles qui vont simuler et quantifier des évolutions des systèmes biologiques. On va aussi proposer des descriptions macroscopiques à partir des descriptions individuelles. Et on va aussi aider à sélectionner les facteurs importants dans une évolution d'un système. D'autre côté, les bio, pour nous, pour les mathématiciens, sont une source des problèmes intéressants et des défis de point de vue mathématique et numérique, théorique et numérique. Et ici, je vous ai listé juste quelques domaines de bio qui ont donné naissance à quelques fameuses équations, quelques fameux problèmes, donc ces problèmes célébrés de mathématiques, donc, comme l'équation de Keller-Segal en biologie cellulaire qu'on étudie même aujourd'hui depuis 40 ans, ou tout un nouveau champ des maths, le computational neuroscience, etc. Et donc, j'aimerais bien conclure ce slide avec cette citation que j'avais vue récemment dans un interview d'un mathématicien qui a dit qu'aujourd'hui, pour les maths, la biologie est ce qui était la physique dans le 19e siècle. C'est-à-dire une source des problèmes inépuisables, une source inépuisable des problèmes intéressants. Et donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les modèles probabilistes. Et donc, la question est pourquoi les modèles probabilistes ? Et une réponse très simple, c'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et plus précisément, il y a tellement des incertitudes quand on parle des systèmes biologiques. On a les variabilités à l'échelle individuelle. Vous ne pouvez jamais dire que 12 individus sont exactement pareils, que 12 cellules sont exactement les mêmes. Ensuite, vous avez des variabilités environnementales. Donc, vous pouvez imaginer que ces systèmes biologiques sont dans des environnements très complexes où on peut avoir des changements soudains. Et pour encoder tout ça, on peut le faire avec des modèles probabilistes. Et ensuite, on a l'aléa qui vient de l'acquisition de données. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez jamais mesurer quelque chose exactement, donc, surtout à l'échelle microscopique. Vous ne pouvez jamais dire combien de cellules il y en a dans un tissu, par exemple. Vous pouvez supposer, etc. Et donc, ici, une phrase qui n'est même pas compréhensible pour moi, qui dit que vous ne pouvez pas vraiment savoir 100%, être sûr que quelque chose va se passer, mais vous pouvez supposer quel est l'ordre de grandeur de la probabilité, quelle est la proba que quelque chose va arriver. Et déjà, quand vous commencez à penser comme ça, déjà quand vous posez des questions, est-ce que je suis sûr ou pas, et quelle est la probabilité que quelque chose arrive, derrière, vous avez une loi de proba, et donc derrière, forcément, vous avez un modèle probabiliste. Et donc, avant de voir le phénomène qui nous intéresse,
J'aimerais bien vous rappeler juste 2-3 notions. D'abord, la loi exponentielle. J'imagine que vous avez tous vu qu'est-ce que c'est une loi exponentielle. Une variable x qui suit une loi exponentielle admet cette densité de proba avec un taux lambda. Mais plus précisément, ce qui m'intéresse plus, en fait, c'est qu'est-ce que ça modélise. Donc, la loi exponentielle modélise le temps d'attente d'un événement. Donc, entre les occurrences d'un événement aléatoire. Et donc, comme un exemple, j'ai pris un exemple quotidien que tout le monde... on vit tous ça. On prend de l'RRB et le temps qu'on attend qu'il arrive est aléatoire. Et on peut le modéliser avec la loi exponentielle. Donc, le temps qu'on attend pour que notre train arrive. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est en train chaque 30 minutes. Désolée, on ne va pas l'utiliser. Et donc, on peut dire donc que avec un taux de 30 par heure, on modélise ça avec une exponentielle, avec le taux lambda. Donc, ce que je veux bien que vous compreniez ici, qu'est-ce que c'est le taux? Donc, le taux, c'est le taux d'arrivée de nos événements dans le système. Et donc, on modélise le temps d'attente. Voilà. Et ensuite, il y a une autre notion, c'est la notion d'indépendance des deux variables aléatoires réelles. Et là, ça, c'est une des définitions de l'indépendance, mais plus précisément, ce que je veux juste bien mettre au clair, c'est que deux variables aléatoires sont indépendantes si une des deux n'a aucune influence à l'autre. Okay? Donc, si nous, on attend un train ici, il y a un étudiant qui attend un bus à Nice, ces deux choses sont complètement indépendantes. On va tous attendre beaucoup, mais à la fin... un n'a aucune influence à l'autre. OK. D'accord. Et ensuite, un objet un peu plus compliqué c'est le processus stochastique. Donc ça, je ne sais pas si vous avez tous vu qu'est-ce que c'est un processus stochastique. Et on va parler d'un exemple d'abord. Donc imaginez que vous êtes intéressé par l'évolution en temps de nombre de ours polaires en Arctique. Et donc, aujourd'hui, on a une estimation de ce nombre-là, c'est ce x0, imaginez. Et x0, c'est une variable aléatoire. Donc, c'est pas possible que quelqu'un aille et compte exactement combien il y en a. Mais on a une estimation, donc on peut dire que le nombre aujourd'hui, c'est une variable aléatoire. Ensuite, si on veut regarder ce qui se passe dans le futur, donc demain, on commence à regarder l'évolution, à chaque temps t, on va avoir une variable aléatoire qui va être le nombre des éléments de notre population. Dans cet exemple-là, le nombre de ours. Et ensuite, toute l'évolution en temps de ce nombre-là, ça va être un processus stochastique. Okay. Donc, ce que je veux dire par un processus, qu'est-ce que c'est un processus stochastique plus simplement? C'est juste une collection des variables aléatoires, indexées par un ensemble mathématique. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les processus stochastiques indexés par le temps, comme ici. Donc, je vais m'intéresser à l'évolution en temps de quelque chose, d'un phénomène. Et cette évolution, donc toute la trajectoire, c'est un processus stochastique. Voilà. OK. Et bien maintenant, on connaît tout ce qu'il nous faut. Et donc maintenant, on va voir quelles sont les motivations, donc quel est le phénomène biologique qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, ce sont les champignons filamenteux. OK, donc les champignons filamenteux, ce sont des réseaux interconnectés en expansion. Et en gros, ils sont beaucoup étudiés par les biologistes parce qu'ils jouent un rôle alors important dans beaucoup des écosystèmes. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils font une sorte de recyclage. Ils décomposent la matière
organique qui est morte et il rend accessible les composants chimiques dedans aux autres générations. Donc c'est une sorte de recyclage qu'ils font. Et ils sont omniprésents parce qu'ils sont capables de pousser dans les environnements, dans les environnements très, très, très complexes. Par exemple, dans votre frigo, quand vous oubliez un plat, vous pouvez trouver aussi. Et donc, et comment donc ils se développent? En fait, ils sont capables de former les structures filamenteuses qu'on appelle les ifs ou les filaments. Et ces filaments, ils vont grandir, ils vont se brancher et ils vont en fait créer un réseau. Et ce réseau, ce réseau énorme, on va l'appeler le TAL. Et ça va être donc un réseau des champignons filamenteux. Et c'est exactement ça. Donc ici, ça c'est une photo. Donc c'est pas une simulation, c'est vraiment une photo de réseau, donc de TAL, d'un champignon filamenteux. Et le champignon était poussé dans les conditions expérimentales sur une boîte de pétri. Et là, vous voyez, c'est exactement... il y a une caméra qui prend des photos, ça c'est l'échelle, donc c'est quelques millimètres par quelques millimètres. Et ils sont capables, avec un outil informatique très, très, très impressionnant, de sortir ces photos-là. Voilà, de développement de ce réseau. Voilà. Et donc, nous, on a un projet, on a une collaboration entre les mycologues à Paris 7 et les mathématiciens de Plateau de Saclay. Et le but de notre projet, c'est de mieux comprendre comment le réseau évolue et d'analyser les effets d'environnement sur l'évolution du réseau. Voilà. Et donc, quand vous partez sur un projet comme ça, et vous n'avez pas de connaissances en biologie, c'est pour ça que vous avez les biologistes. D'abord, ils vous expliquent comment le phénomène se produit. Et donc, la première chose qu'on apprend, en fait, c'est, dans notre cas, comment le réseau va évoluer. Et donc, ce qu'ils nous ont expliqué, ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, donc là, c'est un zoom sur notre réseau. Et si on fait un zoom, il y a deux, trois phénomènes qui se produisent. D'abord, on a la croissance et la reproduction des filaments qu'on va appeler les filaments primaires. Donc là, je vais faire un dessin, peut-être. On a où les... Ah oui, non, merci. Et donc, les filaments primaires, ça va être les filaments exploratoires. Ils vont aller chercher les ressources et ils vont aussi capter les nutriments. Donc, imaginez au début, on va aller un peu explorer partout et on va aussi peut-être se reproduire. Voilà. Donc, ça vont être les filaments primaires. Ils vont aller explorer. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé une zone favorable, qu'on a trouvé les nutriments, le réseau va se renforcer. Le réseau va se densifier. En fait, le réseau va procéder à la création des filaments qu'on va appeler les filaments secondaires. Et ces filaments secondaires vont optimiser le captage des nutriments. Donc, une fois que j'ai trouvé une zone favorable, je commence à créer des nouveaux filaments pour mieux capter les nutriments. Et donc, vous voyez ici, sur le dessin, par exemple, les longs filaments, on ne sait pas exactement parce qu'il faut suivre toute l'évolution pour mieux comprendre, mais on peut supposer que les longs filaments comme ça, ce sont des filaments exploratoires et les petits filaments latéraux sont des filaments secondaires. Et ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est la communication interne. Donc, le réseau va communiquer parce qu'il va capter les nutriments ils vont partager les nutriments et quand ils partagent les nutriments, ils communiquent. Et quand ils communiquent, ils font des décisions. C'est-à-dire, on va dire, si je n'ai pas beaucoup de nutriments, je vais plutôt favoriser ça, donc je vais plutôt aller chercher ailleurs.
et je vais ralentir ça. Mais si je trouve une bonne zone, je vais plutôt ralentir ça. Donc, et je vais plutôt rester là pour me renforcer, pour profiter qu'il y a de nutriments pour renforcer la structure. Voilà. Et donc ça, c'est en gros le phénomène qui nous intéresse. Et maintenant, on va partir de construire un modèle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais maintenant, on va donc essayer de proposer un modèle pour cette expansion, tous ensemble, peut-être. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que, en fait, d'abord, je vais simplifier un peu. Je vais dire que je vais négliger l'espace. Dans l'expérience, je suis en 2D. Maintenant, je vais négliger ça. Et aussi, je vais négliger les interactions. Okay? Donc, il n'y a pas de communication pour l'instant. Ça, quand on va compliquer, on va ajouter encore des couches dans notre modèle. Mais pour l'instant, on va négliger tout ça. Et on va dire que notre réseau, que vous voyez ici, c'est en fait une population d'individus. C'est une population d'individus. Et qui sont les individus dans notre population? Ça sont les filaments. Et donc, si je dis que ça, c'est un filament, ça, c'est un individu. Aussi, ici, ça, c'est aussi un individu. Voilà. Et donc, tous les filaments dans mon avion sont... tous les filaments dans mon réseau sont des individus. Et je vais caractériser mes individus par deux caractéristiques. Je vais les caractériser par leur taille. Et ensuite, je vais les caractériser aussi par leur type. Donc déjà là, on commence un peu à formaliser. J'ai des individus qui ont deux coordonnées, deux caractéristiques, leur type et la taille. Et ces caractéristiques vont évoluer au cours de temps, parce que mon réseau va évoluer aussi. Et donc, d'abord le type. Donc il faut que je divise ma population en deux sous-populations. Et à partir de ce dessin-là, on a dit qu'on va diviser notre population en deux types, les filaments internes et les filaments externes. Et donc, c'est très facile à comprendre. Les filaments internes vont être les filaments des tailles fixées. Donc, j'ai la taille, chaque filament est caractérisé par la taille, et je vais dire tout ce qui est des tailles fixées, qui n'évolue plus, qui ne pousse plus, ça va être un filament interne. C'est un filament qui s'est déjà reproduit. Donc vous voyez ça, c'est un filament. Ça, c'est un filament interne. Donc d'autre côté, j'ai des filaments externes, et ça sont des filaments qui sont en expansion. Donc c'est celui-là, ou bien celui-là, ou celui-là. Voilà. Et donc là, j'ai déjà un peu formalisé ce que je fais. Je dis que mes individus vivent dans un espace d'état qui est produit de cet espace-là. Donc c'est un espace discret de deux éléments. Et l'air plus pour la taille. Voilà. Donc maintenant, je vis dans cet espace. OK. Et je vais juste noter un individu typique par Z. Et je vais noter le type par E et la taille par X. OK. Donc, j'ai ma population. Je commence à construire ma population. Et maintenant, il faut que je dise comment elle évolue. Et donc, comment la population évolue? D'abord, comment la taille évolue en temps. Et là, c'est pas trop créatif. On va juste dire que la taille va croître avec une équation très simple comme ça. Et par exemple, si on a la croissance à vitesse constante, ce f va être juste un v, et en gros, on va juste croître avec le temps, donc à vitesse constante. Sinon, si on voit que la croissance est exponentielle, on va plutôt voir f comme une fonction linéaire. Donc, OK, ça c'est déterministe. Je vais juste dire que mes filaments croient d'une certaine manière. La taille évolue. Mais ça, c'est seulement pour les filaments externes. Les internes sont fixés. Et ensuite, maintenant, ce qui
ce qui va se passer, c'est que le nombre de filaments va augmenter. Et ça va augmenter avec des branchements. Donc la reproduction des filaments, je vais appeler des branchements. Et donc les filaments qui existent déjà vont produire de nouveaux filaments. Et on va avoir deux types de branchements, des branchements terminaux et latéraux. Donc là, déjà, je suis un peu ce qui se passe ici et je commence à le formaliser. Je dis que un filament externe admet un branchement terminal quand ce qui arrive à lui, c'est qu'il se divise en deux, comme ça. Donc, par exemple, ça va être un branchement terminal. J'ai un filament qui est en train de croître et ensuite, il se divise en deux. Donc ça, c'est le premier type de branchement. Et le deuxième, c'est le branchement latéral, c'est le fameux densification de réseau. Donc, chaque filament, peu importe s'il est externe ou interne, chaque filament dans le réseau, il peut renforcer le réseau avec un branchement latéral. Et ça, c'est que le long d'un filament qui existe déjà, donc j'ai un filament qui existe déjà, peut-être il est fermé entre deux nœuds, peut-être il est ouvert, pas grave, mais ce qui se passe, c'est que on va faire croître un nouveau filament. Donc là, j'ai ces deux types de branchements. Donc c'est comme ça que je vais augmenter ma population. Chaque fois quand ça arrive, j'ajoute de nouveaux individus dans mon système. Et ce qui est aléatoire, c'est le temps d'occurrence de ces deux événements. Donc le temps quand ça va arriver dans le système, ces deux événements, ça va être aléatoire. Okay. Et une autre chose qui va être aléatoire aussi, c'est la position où on va avoir ce branchement-là. Pourquoi ? Je n'ai pas beaucoup d'informations, je n'ai pas d'aspect spatial, donc il faut que j'introduise aussi une variable aléatoire qui va me dire où exactement je vais faire pousser celui-là. Okay. Donc ça sont les deux sources d'aléas dans le modèle. Et si on veut maintenant modéliser comment les événements arrivent, ça doit vous rappeler à quelque chose. Donc maintenant, on dit que les individus externes ont deux horloges indépendants associées à eux. Donc je prends un filament externe, les deux choses pour lui arriver, et je lui donne deux horloges. Il met deux horloges, et si celui-là sonne, alors ce branchement se passe. Et si celui-là sonne avant de celui-là, alors c'est ça ce qui se passe. Donc vous imaginez, vous avez deux réveils qui sont le premier. Donc, maintenant la question est, ce qui est la variable aléatoire, c'est le temps d'attente pour un horloge pour qu'il sonne. Et donc maintenant, vous me dites comment je vais modéliser ça. Vous savez, avec la loi exponentielle. Exact. C'est la seule chose que j'ai eue. Donc je vais utiliser la loi exponentielle. Je vais donner deux taux différents et je vais dire mon temps d'attente pour mon horloge se modélise avec la loi exponentielle. Et maintenant, si mon horloge sonne, je vais voir lequel de deux a sonné et je vais mettre à jour ma population et après je vais resetter tous mes horloges à 0 et je vais recommencer. Tous les filaments, donc tous les individus sont indépendants. Leurs horloges sont indépendants parmi eux. Donc on a nos individus, chacun dans son horloge. Quand ils sonnent, on le met à jour. Voilà. Et comme ça, on recommence. OK ? La seule chose est que ici, du point de vue de la description de notre phénomène, on a un petit problème. On a un petit problème et c'est parce que on doit prendre en compte quelque chose sur le phénomène même, et c'est que le branchement latéral, il se passe le long d'un filament qu'on a déjà créé. Et donc, en discutant avec les biologistes, ils nous ont expliqué qu'un filament qui est long en taille, il a plus de chances
de faire ça qu'un filament qui est tout petit. Et si on prend une distribution avec un taux constant, on n'a pas bien modélisé ça. Donc on n'a pas pris en compte le fait qu'un filament qui est long a plus de chances d'avoir ce branchement qu'un filament qui est petit. Donc il faut que je change juste une chose ici, et ça c'est de dire que le taux ici est proportionnel à la taille actuelle. Et ça complique un peu mon modèle parce que maintenant, à chaque temps t, en fait, ce temps d'attente va dépendre de ma longueur. Et ma longueur va évoluer aussi quand je suis un filament externe. En même temps, je crois, mais en même temps, donc je change ce paramètre-là. Mais si je fixe un temps, ça c'est la loi de cette variable. Donc c'est ça qui complique un petit peu l'histoire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où on regarde le branchement latéral, l'idée est qu'il soit proportionnel à la taille de filament en question. Donc là, plutôt, on va partir, je donne juste un mot-clé, sur le processus de Poisson inhomogène. Mais je ne sais pas si j'ai jamais vu ça. OK. Super. Donc maintenant, je vais faire un petit résumé de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est alors, les externes croissent. Avec un taux constant, les externes vont brancher de façon terminale. Donc, je prends un événement, un individu, et je lui supprime et j'ajoute deux individus de taille 0. Super. Donc, ça, c'est ces deux-là, quand ils commencent à pousser. Et j'ajoute aussi ce qui reste de lui. Parce que lui, maintenant, il change son type. Il a branché, donc il s'est fermé. Il devient fermé, il devient un individu interne. Et donc, j'ai mis, si cet événement arrive, donc je mets à jour ma population comme ça. Et la même chose ici, tout le monde peut brancher de cette façon-là. Et un peu la même chose, je vais faire pousser un nouveau individu. Et ensuite, je vais prendre en compte ce qui reste de celui-là. Et ce qui reste de celui-là, c'est toujours un bout interne et ensuite un bout externe ou interne, ça dépend ce que j'ai ici. Et donc, maintenant, comment je vais décider cet alpha? Je n'ai pas beaucoup d'informations, n'ai pas beaucoup de choix, donc je vais le décider avec la loi uniforme. Je dis, avec la loi uniforme, je choisis un point ici et je me branche. Voilà. Et ça, c'est donc l'évolution de ma population. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Pourquoi les filaments internes, ils n'ont pas de niveau de branchement? Pourquoi les internes ne font pas ça? Parce qu'en fait, ils ont déjà branché, et ça sont des filaments qui ont une taille fixée, et je n'ai pas où à faire un branchement de ce type. Donc, ils ont qu'un choix, c'est de renforcer le réseau. Ils ont déjà, peut-être c'est un filament qui a déjà fait un branchement externe, un branchement terminal, au point terminal, et maintenant, il reste dans le système, il devient fermé, il devient interne, et il n'a qu'un choix, il n'a qu'un horloge, l'autre on a jeté, quand il a branché, et il peut juste renforcer le réseau. Donc en fait, quand un individu se reproduit, il ne meurt pas. Il reste dans le système, mais il devient interne. Et il est toujours actif parce qu'il peut produire de nouveaux individus, mais juste de cette façon-là. Voilà. Une autre question? Non? Oui? Les branchements sont toujours en 1 qui donne 2. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est 1 qui donne 3, mais lui, il est supprimé. Donc, c'est toujours plus 2. Vous voyez? Donc, c'est 1, voilà, c'est 1 qui donne 2. Donc, au total, je les ai 3. Parce que celui-là, je le ferme, je supprime. Je vais supprimer celui qui était externe, il devient fermé, et ensuite j'ai deux enfants. Donc, j'ai 3 enfants
et j'ai supprimé 1. Ok, mais ton modèle interdit des branchements avec 3, 4, 5 enfants. Oui, non, ça se passe pas. Ce qui arrive, c'est juste ça aussi. Et là, ça peut pousser beaucoup. Donc, on peut imaginer que là, c'est la zone où tu es vraiment dense. Mais comme ça sont des arrivées dans le temps, et on dit que dans un moment, il n'y a qu'un événement qui arrive. Donc, il n'y a qu'un événement qui arrive. Mais quand on regarde de loin, on a l'impression qu'il y a un millier d'événements qui arrivent en même temps. Mais quand on fait un zoom, on peut distinguer les moments où ça se passe. Okay? Super. Et bien maintenant, on va représenter notre population. Donc jusqu'à présent, je vous ai dit, on a une population et la population évolue et tout ça. Et maintenant, comment on va le représenter? Et là, intervient un objet qui est un peu compliqué. On va essayer de l'expliquer. Donc d'abord, je vais noter par nt, à chaque temps t, le nombre total de mes individus. Okay. Je compte combien de gens il y a dans ma population, ça c'est nt. Et je vais décrire ma population avec cet objet ici. Et donc, qu'est-ce que c'est cet objet-là? Donc, c'est juste la somme des deltas sur mes particules qui existent. Mais plus précisément, qu'est-ce que ça représente? Donc, je ne sais pas, vous m'avez dit, ici, c'est possible? Oui, d'accord. Ça, ce qui fait mt, c'est de dire qu'à un t donné, vous regardez donc votre S, vos états. Et vous avez les internes, les externes et leur taille. Okay? Donc ça, c'est votre espace dans lequel vous travaillez. Et ensuite, vous regardez votre population et le MT va juste donner un poids 1 à chaque point de cet espace où il y a un individu. Donc imaginez maintenant qu'en temps t, j'ai pas 2 externes de taille 0 et un interne de taille 1. Donc mt va juste dire que donc, j'ai poids 2 ici et j'ai le poids 1 là. C'est une espèce de comptage. Je compte combien des individus, de quel type j'ai et de quelle longueur j'ai dans ma population. Du point de vue de maths, ça c'est une mesure ponctuelle. Okay? Et c'est une mesure aléatoire aussi. Mais en oubliant tout ça, c'est juste une manière de représenter ma population avec un objet. Cet objet-là, en temps t, représente toute ma population. Et maintenant, si je fais évoluer, si je regarde en t plus h ce qui se passe, en gros, si rien ne se passait, je vais juste avoir ici poids 2 à t plus h, parce qu'ils vont, par exemple, croître à vitesse constante, à vitesse 1, par exemple. OK, et je les mets ici, et celui-là, je ne touche pas, rien ne se passe. S'il y a quelque chose qui se passe, j'augmente ma population, j'ajoute des nouveaux individus. Voilà. Et MT comme ça, en fait, si vous regardez MT au cours de temps, lui, en fait, a toute l'historique de toute ma population. Dans MT, j'ai écrit tout ce qui se passait dans ma population. Voilà. Donc MT, c'est le processus stochastique que je vais suivre. Mais en fait, je suis mes individus, leur évolution dans le temps, mais pour le encoder juste dans un objet, pour l'écrire dans un objet, je suis ça. OK? C'est bon? Vous avez compris cet objet? OK. Et maintenant, super, il nous reste 10 minutes. Maintenant, on a posé le modèle, et maintenant, on se demande quelles sont les difficultés mathématiques. Parce que jusqu'à présent, on a juste formalisé un phénomène, on l'a encodé avec des objets mathématiques. Et maintenant, il faut qu'on se pose des questions sur ces objets-là. Et donc, la première question, quand vous posez un objet mathématique, quand vous commencez à l'analyser, il y a une question très naturelle que vous vous posez. Est-ce que vous savez laquelle? Quand vous commencez à utiliser un objet mathématique, quand vous posez quelque chose, une dynamique ou quelque chose, la première question qui vous vient, c'est... Est-ce qu'il y a une solution unique
Bravo, oui, exactement. Est-ce que mon problème est opérationnel dans ce cadre de mes champignons? Mais est-ce que c'est exactement ce que vous dites? Est-ce que j'ai bien posé mon modèle? Donc la première question que je me pose est, est-ce que mon modèle est bien posé du point de vue des maths? Et pourquoi je me pose cette question? D'où viennent des problèmes? En fait, dans ce dynamique-là, comme on l'a défini, vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a un événement, la population augmente, le nombre des individus dans la population augmente. Et aussi, j'ai aussi des tailles qui augmentent parce que les filaments sont en train de croître. Donc la question que je me pose, vu que, comme on a déjà expliqué, on a cette branchement latéral qui nous fait une sorte, telle sorte qu'on ne va jamais oublier un individu. Tout le monde va toujours rester ici. Donc, ils vont tous être actifs et de plus, ceux qui sont à l'extérieur, ils vont croître. Donc, la question est, est-ce qu'en temps fini, je produis une infinité des individus? Parce que peut-être je me suis trompée, peut-être je n'ai pas le droit de faire ça. Peut-être, en fait, mon nombre des individus explose. Si ça arrive en temps fini, ça veut dire que mon modèle n'est pas opérationnel, que je ne peux pas l'utiliser. Parce que je ne sais pas quoi faire avec une infinité des individus. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment première question qu'on se pose. Et pourquoi donc, la réponse n'est pas évidente? C'est parce que, exactement, effectivement, on a un modèle qui produit tout le temps les individus et on a des taux qui dépendent de la taille et on a la taille qui augmente. Donc, déjà là, ce n'est pas évident qu'on est bien posé. Et donc, la première théorème qu'on montre, c'est que le processus MT, donc celui qui compte, là, donc on regarde ce processus-là, on le construit du point de vue théorique et on montre que c'est un processus de Markov bien posé. Pour tous les temps T. Et donc, quand j'ai montré ça pour tout le temps T, quand je sais que mon processus est bien défini, après, alors, il y a beaucoup de questions après que je peux regarder. Comment je peux caractériser MT? Donc, un mot-clé, c'est est-ce que je connais son générateur? Ensuite, quelles sont les propriétés sur mon nombre total des individus ou sur ma longueur totale au temps T? Parce que ça sont aussi des processus stochastiques. Ça évolue au cours du temps, ça aussi. Et ça sont des quantités qui intéressent nos biologistes. Parce que les réseaux croient et donc ils veulent bien savoir comment le nombre des individus croît et comment la longueur du réseau croît aussi. Donc là, vous pouvez analyser, une fois que vous avez votre NT, vous pouvez analyser toutes ces quantités. Voilà. Et après, maintenant, la question est comment vous allez appliquer votre modèle. Et là, donc, encore une fois, on s'est réunis avec les mycologues et on commence à discuter de leurs résultats. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils regardent donc un état final d'une expérience. Ils font une expérience et ils regardent l'état final et ils analysent les données avec une collègue statisticienne. Et donc, ce qu'ils analysent, en fait, c'est en gros ce que je viens de vous dire. Le nombre des individus, le nombre des filaments et la longueur de réseau. C'est ça qui leur intéresse. Et donc, ils se rendent compte, quand ils analysent ces données, que le nombre de filaments et la longueur totale croît exponentiellement. Donc, qu'il y a une croissance exponentielle de ces quantités et qu'il y a un taux lambda qu'ils cherchent pour décrire quel est le taux de croissance de la population. Ensuite aussi, ils regardent la répartition des filaments en taux et en type au cours du temps. Et donc, ça, c'est exactement ça. Je regarde les internes, les externes, je regarde la taille. Et en fait, ici, je regarde en temps fixé le profil de ma répartition. En fait, si j'ai, les internes, ils remarquent qu'au cours du temps, la répartition est un peu comme ça. C'est-à-dire, on favorise les petites et on n'en a pas beaucoup des grands. Et aussi, ils regardent ici quel est le profil pour les externes. Comment ça évolue au cours du temps, une courbe comme ça.
OK. Et donc, il se rend compte que même si la population croît, cette répartition se stabilise. Et de point de vue, donc, leur question est-ce qu'on est capable de reconstruire le taux de croissance de la population et est-ce qu'on est capable d'estimer le taux de branchement. Je n'ai pas mis l'autre, mais les taux des deux branchements. Donc là, maintenant, il se pose des questions. Il observe les données, il se pose des questions concrètes, il observe des phénomènes avec leurs données. Et de notre point de vue, nous, comment on va voir ça? On va dire qu'en fait, nous, on va regarder la même chose. On va regarder la distribution en type et en taille de nos filaments dans notre modèle. Et en fait, c'est un objet qu'on définit comme ça. Et donc, pour un ensemble donné A, MTA va être juste le nombre de filaments dans l'ensemble A. Et donc là, je prends l'expérience. Donc, j'ai en fait ma mesure NT mesure le nombre moyen des individus dans un ensemble. C'est exactement cette répartition au cours de temps. Et donc, nous, on sait aussi définir, du point de vue théorique, ces objets. Et ensuite, la question, donc ce qu'ils remarquent, et la question qu'ils se posent, nous aussi, on sait le écrire. Pour nous, ça va être donc que cette distribution, cette répartition-là, va se comporter avec le temps, donc quand le temps augmente, va se comporter comme ça. Donc il va y avoir un taux exponentiel, et ensuite il va y avoir un profil typique. Mais ça avec le temps, lorsque le temps grandit. Plus précisément, ce qu'on devrait démontrer dans notre modèle, et ce qu'on attend, c'est qu'il existe un lambda et qu'il existe un profil, donc une fonction de répartition sur S, pour lequel ça c'est vrai. Et vous voyez ce que c'est juste que je prends l'exponentielle de moins lambda t, je le multiplie ma fonction, et j'envoie t vers l'infini, et je devrais trouver n. Donc maintenant, j'ai posé vraiment une question. Je me demande, est-ce que je suis capable de démontrer ça? Donc j'ai traduit l'observation en une énoncé mathématique. Voilà. Et c'est la fin. Oui, il y a 2 minutes. Et c'est là où je voulais juste vous montrer un outil qu'on utilise pour répondre à cette question. Donc nous, le but est de trouver cette lambda et de le fournir aux biologistes. Et donc, ce qu'on fait, est ce qu'on passe au niveau des EDP. Donc maintenant, on s'éloigne un peu, on se met à l'échelle macroscopique, on regarde pas seulement les individus, mais on regarde maintenant le nombre moyen des individus dans un environnement. Et donc, grâce à notre processus, on peut en fait écrire une équation qui satisfait le NT, ma répartition. On peut l'écrire pour chacun des deux. Pour les internes et pour les externes, on peut écrire une EDP qui satisfait. Et cette EDP, elle est là. Mais elle n'est pas du tout aussi compliquée que ça. C'est exactement ce qui se passe dans notre population. Elle va encoder tout ce que je viens de vous expliquer. Cette EDP-là, pour NT interne et NT externe, va exactement encoder les 3 choses dont on a parlé. On a parlé de la croissance des externes. Elle est là, à vitesse constante. On a parlé des branchements terminaux, avec un taux constant. Et vous voyez, là, avec un taux constant, je perds des gens et je crée aussi de nouveau des tailles 0 des externes. Et je aussi ferme un externe. Donc comme ça, avec tout ce qu'on a parlé, chaque terme ici représente un événement dans notre population. Et maintenant, j'ai posé mon problème avec une EDP. Et cette EDP, c'était tout un domaine des EDP qu'on regarde de ce type. C'est des équations de croissance et fragmentation. Ça, c'est juste un système de ce type d'équations qui est concrètement vient de notre problème. Mais vous voyez, je retrouve tous les éléments. Ça, c'est le branchement latéral. Ici, c'est quand je suis de la taille plus grande que x et je branche, je crée un truc ici, je crée aussi un là.
je n'ai pas eu le temps de vous colorer tout ça, mais en gros, vous pouvez retrouver tout ça maintenant dans cette EDP, qui vous dit aussi qu'il y a beaucoup de liens entre les probas et les EDP. Et souvent, quand on regarde quelque chose à l'échelle microscopique, à l'échelle macroscopique, on retrouve l'EDP. Et donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe avec le temps. Et ben, on va travailler sur cette équation, lorsque temps tend vers l'infini, pour retrouver nos profils. Et là, je ne vais plus détailler, donc c'est juste vous dire que maintenant, on continue donc, dans l'analyse et on se place sur l'EDP. Voilà, et on commence à analyser cette EDP. Voilà, et donc, c'est la fin, juste pour conclure. D'accord, merci. Bon, je pense que ça va aller, j'ai déjà une minute de plus. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on avait vu un phénomène biologique. On nous a expliqué, et moi j'ai essayé de vous expliquer. Ensuite, on avait vu une description à l'échelle individuelle, du point de vue de proba. Ensuite, à la toute fin, je vous ai aussi montré une description EDP, un petit peu. Et on a discuté quelques problèmes derrière. Et maintenant, ce qui reste un peu à continuer à faire, ben, il y a tout un groupe de problèmes de stats derrière, parce que ce qu'on aimerait bien, c'est estimer, d'une expérience, d'une photo donnée, d'une expérience donnée, estimer le lambda, estimer les paramètres de branchement et trouver une relation entre eux. Lambda, c'est le taux de croissance. Et donc, il y a toute une question d'analyse statistique. On va trouver les estimateurs théoriques, mais après, avec des statisticiens, il faut qu'on vérifie, on est un peu plus précis, qu'on soit sûr que ça marche. Et ensuite, on a discuté ici juste une simplification de notre modèle. Il faut proposer un modèle spatial pour être plus convaincant, parce qu'on a négligé l'espace. Il faut travailler dans R2, par exemple, donc dans l'espace, parce que les champignons sont sur le bord des petits, donc ils poussent. Et là, on a négligé ça. On regardait juste leur taille, on a triché. Et ensuite, il faut inclure les interactions entre nos individus. Et ça, c'est toute une autre question et tout un autre problème. C'est-à-dire, je vous ai dit, toutes mes horloges sont indépendantes, mais en fait, il y a la communication et ça ne va pas être vraiment comme ça. On va faire dépendre nos individus des autres, qui est assez naturel. Parce que dans les zoos, les gens qui sont proches, ils interagissent. Et on n'a pas encodé ça. Voilà. Donc vous voyez, ça va évoluer beaucoup dans ces deux directions. Et là, je vous remercie, je m'arrête. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi c'est important de différencier vraiment la séparation en boucle d'une séparation latérale très proche du bout? Et oui, exactement. Je suis d'accord qu'ici, tu peux avoir aussi quelque chose de vraiment très proche de bout. Mais ce qu'on voulait vraiment encoder, c'est le fait qu'on a deux phénomènes un peu différents. On a... parce que maintenant, ça ne se voit pas parce que je n'ai pas ajouté l'environnement. On ne sait pas où sont les nutriments. Mais ce que j'aimerais bien encoder, c'est quand j'ai beaucoup de nutriments, j'ai beaucoup de branchements latéraux. Et donc, j'aimerais bien que le branchement latéral soit une chose... Donc, je suis en train de monter un modèle. Et je commence de très bas, de plus simple. Et donc, j'aimerais bien pouvoir reproduire ça quand je me mets dans le spatial. Mais aussi, le branchement au bout sont plutôt quelque chose qui se passe quand je explore l'environnement. Donc, du point de vue de modélisation, je les différencie parce qu'ils correspondent aux deux phénomènes différents dans l'expansion de réseau. Pour ça. Mais je suis d'accord que quand tu es sur une photo, tu ne peux pas vraiment, quand tu veux reconstruire les données, c'est vraiment difficile de dire « Ah, ça c'est un branchement latéral et ça c'est un branchement terminal ». Mais ce qui est l'idée dans ce cas-là, c'est de se placer sous l'anneau extérieur, où tu peux le voir.
quand tu regardes la photo de champignon, donc elle est là. Voilà, par exemple, mais là, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, là, c'est très dense, mais si tu te places ici, sur un anneau comme ça, donc dehors, là, tu arrives un peu à distinguer tout ce qui se passe. Et c'est là où on va vraiment se mettre à travailler. On ne va pas travailler ici parce qu'on ne peut rien voir. Voilà. J'imagine que dans votre travail, vous êtes amené à faire des simulations numériques du coup de ce que vous faites. Donc, est-ce que vous posez dans vos questions sur la manière dont vos schémas numériques vont converger vers des solutions Oui, ça sont aussi des questions naturelles, mais dans ce cas-là, d'abord la question de la simulation numérique n'est pas aussi compliquée que ça. Je ne simule pas les solutions des EDP, etc. Ce que je simule juste ici sont des variables aléatoires exponentielles. Je l'ajoute dans le système, j'ajoute mes individus. Donc, en gros, mon schéma est toujours vraiment une vraie description de mon MT. Ce que je simule, c'est vraiment ce que je vous dis. Mais d'autre côté, on peut se poser des questions. Est-ce que ça correspond à la réalité? Et ça, c'est une autre question. Mais dans ce cadre-là, on n'a pas vraiment un schéma qui converge. Un schéma, c'est exactement ce qu'on dit. J'ai une question, c'était au niveau de la limite du processus de Markov. Est-ce que vous étudiez aussi, par exemple, la dimension fractale de la forme géométrique que vous avez à la fin Quelle belle question. Alors, non, on n'étudie pas ça. Non. Et comme je n'ai pas vraiment de géométrie, pour l'instant... Et aussi, deuxième question, du coup, est-ce que vous avez regardé aussi la théorie de l'irrigation en transport optimal? C'est-à-dire le transport optimal entre la distribution là et une distribution. Mais quelle est la distribution la plus proche? Non, c'est en gros, on a une distribution de masse, on va dire. Et on va le transporter. Et on veut tracer un graphe qui va de ce point-là à l'autre point, tout en minimisant des coûts qui sont concaves, qui font qu'on maximise les gros réseaux comme celui-là. Oui, non, on n'a pas regardé le transport optimal. Mais pourquoi comment tu vois à l'utiliser? Ça ressemble à ça, dans le sens où on essaye de décrire finalement, bon là c'est plus aléatoire, mais avec le transport optimal, on aboutit à des mêmes formes de réseau. Et on peut imaginer que, par exemple, si on dit que la distribution de masse à l'arrivée, c'est celle de la nourriture qui est placée sur le plan, et qu'après on part d'un endroit, on essaye de du coup trouver le meilleur trajet en faisant un graphe pour arriver de la distribution de nourriture à... Oui. On ne regarde pas ces questions pour l'instant, mais ça peut être une tête. On n'a pas eu cette approche-là. On a eu l'approche plutôt de l'individu à la population, mais pas de comparer quelle est la distribution la plus proche de la nôtre. Mais c'est en gros à peu près la même chose qu'on cherche. On cherche ça au cours du temps. Ok, d'autres questions? Okay. Sinon, merci à Merci à vous.